Alors, qu'est-ce qui nous a amené à monter cette séance à l'Observatoire? Eh bien, d'une part, il y a eu un cycle absolument passionnant. Je ne dis pas ça parce qu'ils sont à côté de moi, qui a été organisé à la Cité de l'Architecture à l'occasion des Années Croisées et qui s'est intitulé Urbanité coréenne. Alors, vous aurez bientôt ce petit livret que j'ai entre les mains dans toutes les bonnes librairies. Il y a aussi des présentations de l'ouvrage qui ont lieu jeudi prochain, le 24, à l'Institut coréen qui est juste en bas de l'avenue. Et en fait, cet institut culturel coréen, pardon, je l'ai mal prononcé, et en fait, ce cycle de cinéma qui portait sur la ville nous a amené à nous dire, mais on a vraiment beaucoup de points communs. Beaucoup de points communs. Et moi, celui qui m'avait frappé, c'était quand on a vu des documentaires qui présentaient les réactions qu'il y avait à l'encontre des Jeux Olympiques et qui montraient ces manifestations qui avaient été filmées de manière pas tout à fait autorisée, si j'ai bonne mémoire. Et de là, je me suis dit, mais il y a tellement de choses que l'on a vues en presse reproduire à Pékin que vraiment, il faut qu'on aille explorer ça plus loin. Alors, je fais juste une page de pub sur ce petit ouvrage parce que vraiment, il en vaut la peine. C'est que vous avez une mine de références, non seulement cinématographiques, mais également sur des lectures qui peuvent vous renvoyer, par exemple, à la société urbaine coréenne des années 60 et 70, quels auteurs lire, mais également sur des ouvrages plus théoriques. Je vois Gélézo 2003, ou encore des films à aller voir, ou encore des liens avec des sites internet, des codes à scanner qui vous amènent en fait sur une foule d'informations qui permettent de qualifier la ville. Alors aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à ces deux capitales dans l'avant et l'après Jeux Olympiques. Et dans un premier temps, je vous les ai présentés rapidement, mais j'aimerais qu'ils se présentent eux plus longuement. De quel point de vue ils peuvent nous parler de la ville, de leur ville. Par chance, je crois que les trois connaissent et Séoul et Pékin, ce qui n'est pas mon cas, hein. Je n'ai jamais vu Séoul, donc je ne pourrais pas vous en parler. Et voilà, Valérie, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur ton parcours et sur cette vision, cette première vision qui est la tienne de Séoul? Merci Françoise de cette présentation et de la présentation du petit bouquin. Ma trajectoire et mon entrée dans Séoul, si on peut dire, je suis géographe et effectivement, si on prend les choses par la problématique Jeux Olympiques, moi je n'ai pas connu Séoul avant les Jeux Olympiques. J'ai connu Séoul, justement, je suis rentrée dans le coréen en faisant du coréen aux langues orientales, au moment, justement, j'ai commencé en 88, précisément, au moment où Séoul faisait son entrée sur la scène internationale. Donc depuis la France, on voyait émerger cette grande ville et on parlait des Jeux Olympiques à Séoul. Et je suis allée à Séoul pour faire ma thèse. Donc mon entrée dans Séoul, c'est celle d'une doctorante géographe qui fait son terrain, donc l'entrée en recherche, donc qui va faire ses enquêtes. Et à l'époque, mon sujet, c'était un sujet qui portait sur la problématique de la transformation du logement, la construction des grands ensembles en Corée du Sud, qui était un thème assez intéressant aussi à aborder du point de vue comparatif avec la France, où l'image des grands ensembles, comme vous le savez, est tout à fait négative, ce qui n'était pas le cas à Séoul à l'époque et qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc mon entrée à Séoul, ça a été d'abord le terrain de la thèse. Voilà, et ensuite, donc c'était là pour le coup en 90, donc dans une ville qui venait d'héberger les Jeux Olympiques et qui avait déjà énormément changé par rapport à l'avant JO, l'avant 88. Hein, effectivement, cette période a été, en voyant les photos prises par Alain, qui lui, il va vous le dire, l'a vécu justement avant, c'est quelque chose d'assez frappant. Un petit mot sur, tu as demandé aussi notre approche de Pékin. Alors, je précise juste pour l'assistance que toi, tu ne connais peut-être pas Séoul, mais tu connais Pyongyang. Tu connais l'autre capitale coréenne. C'est tout à fait original.
de connaître Pyongyang avant Séoul. Et Pékin, voilà, j'ai une connaissance de Pékin, mais beaucoup plus superficielle, qui me permet d'appréhender la différence d'échelle et de volume urbain. C'est surtout par ça que j'ai trouvé très frappant, la comparaison entre ces deux capitales. Voilà, j'ai peut-être passé la parole à Alain ou à Jérémy, je ne sais pas. Oui, bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux, merci Françoise pour ton introduction. Alors en théorie, moi je suis historien, tu m'as attribué l'espace coréen. Pardon, tu m'as accordé le temps de la Corée, je suis historien de la Corée moderne à l'EHESS, mais j'ai toujours été quand même aussi, étant un peu plus âgé que Valérie, géographe aussi de la Corée. Et passionné d'architecture. D'architecture et de musique. Alors, il paraît que l'architecture et la musique, ça a beaucoup de points communs. Aujourd'hui, je travaille toujours sur l'histoire de Séoul, mais plutôt sur l'histoire du Séoul colonial dans ses dimensions d'espace social. Et par ailleurs, je travaille sur les usages et les constructions du passé dans ce que j'appelle moi le monde coréen, qui, ça vient d'être rappelé, ne tient pas tout entier dans la Corée du Sud. Et comme Françoise vous l'a rappelé il y a un instant, j'ai commis, mais c'était il y a déjà très, très longtemps, ça fait 20 ans, une thèse qu'il m'a fallu assez longtemps pour élaborer, pour trouver le sujet, qui a été consacré je dirais, au père fondateur de l'architecture moderne coréenne. Et je vous expliquerai peut-être en quoi il est le père fondateur de cette architecture coréenne moderne. Alors, comment j'en suis arrivé là je vous passerai les anecdotes qui font qu'un jour, je me suis intéressé à la Corée, justement en entrant à l'école normale supérieure. C'est toujours anecdotique, mais intéressant. Je suis allé pour la première fois en Corée en 1987, pendant 3 mois, donc avant les Jeux Olympiques. Et j'ai eu la chance ensuite d'être VSN, nommé donc à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, donc volontaire du service national à l'ambassade de France en Corée. Et je suis arrivé en Corée une semaine avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Séoul, où je suis resté pendant 18 mois. Et donc j'ai assisté à l'ouverture des Jeux Olympiques. Ça a été mon entrée essentielle dans le Séoul et dans la question, je dirais, olympique. Donc une histoire assez ancienne. Alors que mon histoire avec Pékin est extrêmement superficielle, extrêmement limitée, puisque je ne suis allé qu'une seule fois à Pékin, très tardivement, en compagnie de Françoise Gède, qui a été notre guide remarquable en 2013. Et fondamentalement, ce qui m'intéressait à Pékin, c'était pas ce qui m'inspirait les comparaisons avec Séoul sur le plan de l'architecture moderne, ainsi de suite. C'était totalement le patrimonial chinois, la longue durée, ce genre de choses. Mais en même temps, sur ce sujet-là, et pour revenir, quitter Pékin un instant et quitter Séoul, Séoul 88, Séoul 87, c'était il y a 30 ans. Quand j'y réfléchis bien, c'était il y a 300 ans. Enfin, on a l'impression d'une distance. Mais alors, 30 ans, enfin, pour plein de raisons. D'une part, je ne reconnais pas Séoul, mais surtout, vous n'avez peut-être pas conscience, mais c'était un tout autre monde. Les Jeux Olympiques de Séoul, c'est les derniers Jeux Olympiques de la guerre froide. Alors pourquoi j'allais pas à Pékin? Parce qu'à l'époque, c'était impossible d'aller à Pékin. C'était très, très, très compliqué quand on était à Séoul d'aller à Pékin. Il fallait passer à Hong Kong, remonter à Pékin. Et encore, il y avait des problèmes de visa. C'était extrêmement... Il n'y avait pas de rapport diplomatique entre la Corée du Sud et la République populaire de Chine. Les Jeux Olympiques de Séoul, c'est vraiment un autre monde aussi. C'est une autre Corée, un autre monde. Et c'est ce monde de la guerre froide qui s'exprime encore dans l'organisation des Jeux. Il y a une crainte pendant toute l'organisation des Jeux d'une attaque de la Corée du Nord. Ça nous remet immédiatement dans une actualité extrêmement proche, avec l'idée, par exemple à l'époque, et je vais arrêter sur cette anecdote-là, que les Coréens du Nord sont en train de bâtir sur le fleuve Han, qui est une de ses sources, en amont, donc en Corée du Nord, est en train de bâtir des barrages, et que le but
de la Corée du Nord, ça va être de s'aborder les Jeux Olympiques en faisant sauter les barrages pour inonder Séoul. Et donc les Coréens du Sud, en amont de cet épisode, construisent des contre-barrages qui s'appellent Pyeonghwadem, hein, le barrage de la paix. Voilà, c'était mon entrée dans Séoul. C'était très difficile d'aller à Séoul directement. D'ailleurs, à l'époque, on passait par Anchorage, on ne pouvait pas survoler effectivement l'Union soviétique. Donc c'était tout un itinéraire, effectivement. Jérémy, alors cet itinéraire Alors, pour arriver à Pékin. tout à fait. Alors, merci Françoise et merci à la Cité, à l'Observatoire de nous accueillir ici. Je suis d'autant plus content que moi j'ai commencé ma carrière professionnelle ici même, et au sein de l'Observatoire. Et donc je suis urbaniste et sinologue. J'ai fait les Langzhou en chinois et puis l'école d'urbanisme de Paris. Alors, mon parcours, il est... je vais vous parler de mon parcours à la fois personnel et professionnel. J'ai eu la chance de grandir à Hong Kong. Et donc, j'ai pu, avec mes parents, progressivement approcher, donc c'était dans les années 90, le monde chinois et la Chine continentale. Donc, la première fois que je me suis rendu à Pékin, c'était en 94 par le train. J'étais assez jeune, mais c'est vrai que j'ai un souvenir d'une ville assez sombre et assez scindée par beaucoup de réseaux et d'infrastructures. Mon deuxième long séjour, un peu plus long séjour, c'était en 2003, là dans le cadre de mes études au Langzhou. Donc j'ai passé une année à Pékin et je faisais aussi beaucoup d'allers-retours avec la ville de Harbin, qui était mon premier terrain d'études. Et en 2006, je me suis installé à Pékin et j'ai passé 10 ans là-bas, où j'ai monté un bureau qui s'appelle Sinapolis, donc qui est un bureau de conseil, de recherche et d'ingénierie de projets interculturels, on va dire, spécialisé sur la ville et plus particulièrement sur la Chine. Donc vous voyez, c'est une approche de Pékin, je pense, qui est, on va dire, assez progressive. Et finalement qui s'est terminée par une immersion de 10 ans et qui s'est terminée il y a 1 an, et je suis rentré en France il y a 1 année. Voilà. Et Séoul ? Et alors, Séoul, j'y suis allé une fois pour des problèmes de visa avec la Chine en 2010, hein, parce qu'après les JO, enfin un peu avant les JO et après, les conditions d'obtention des visas se sont vraiment complexifiées pour les étrangers. Et donc, Noël 2009-2010, j'ai dû me rendre un peu d'urgence à Séoul pour refaire mon visa, parce que c'était le seul endroit d'Asie où on avait entendu dire qu'on pouvait obtenir des visas plus facilement. Et puis il y avait un petit peu une chasse aux sorcières aussi vis-à-vis des Français à l'époque, je ne me rappelle plus pour quelle raison, mais c'était voilà, il y avait un scandale. Donc j'ai découvert Séoul, donc c'était un séjour assez fugitif, mais j'ai eu l'impression quand je suis arrivé à Séoul qu'un flou se dissipait, que l'autofocus se remettait à fonctionner, et en comparant directement avec Pékin, qui est une ville qui évolue dans une forme de chaos organisé, mais de chaos quand même, c'est vrai que Séoul, la première fois que j'ai vu cette ville, je me suis dit, ah, c'est possible qu'une ville asiatique soit relativement organisée, qu'il puisse exister des projets minutieux, voilà, dans des quartiers relativement protégés, ou en tout cas en régénération. Donc ça, c'était ma première impression forte. Alors justement, je fais appel à l'historien. Séoul 87, est-ce qu'on est sur une ville organisée ? Comment tu perçois Séoul à cette veille des Jeux Olympiques ? Comment ça se met en place ? Je ne sais pas si on est déjà entré dans la question du contexte économique, du contexte politique. Un mot sur le contexte politique qui entoure quand même les Jeux Olympiques.
Je rappelle que Séoul obtient les Jeux Olympiques en 1981 et avait déjà depuis plusieurs années programmé des installations sportives, posé sa candidature. Mais sur le plan politique, ce qui précède les Jeux Olympiques de Séoul, c'est l'assassinat du président général Park Chung-hee en 1979, donc je dirais l'homme fort de l'État développeur sud-coréen. C'est 1980, un coup d'État militaire avec un massacre de population civile en Corée du Sud. Qui fait qu'il n'était pas absolument garanti que le Comité olympique international donne à cette ville l'organisation des Jeux. Et de fait, c'est un pari, et peut-être qu'ils ont fait le même pari avec Pékin en se disant que les Jeux Olympiques, qui signent un moment de synchronisation d'un pays avec le temps du monde, peuvent jouer un rôle, pas seulement économique ou urbain, mais aussi un rôle politique. Et le pari a été fait que, quand même, ça allait pouvoir jouer un rôle de ce côté-là en Corée du Sud. Et en fait, ça a marché. Je ne sais pas si ça a marché à Pékin ou en Chine, je ne suis pas sûr, on en parlera. Mais les populations de Corée du Sud qui vivaient donc sous un nouveau régime militaire ont saisi l'occasion de cette perspective de l'organisation des Jeux en 1988 pour faire pression massivement à travers des manifestations constantes, des mouvements sociaux, une grande effervescence politique pour faire sauter le gouvernement des militaires. Et ça a marché. Ça amène ce qu'on appelle le printemps de Séoul en 1987. Vous allez voir des images ici. Et donc, lorsque les JO arrivent en 88, la Corée du Sud est devenue une démocratie, au moins, ou devient quelque chose qui est de l'ordre du démocratique. Voilà le contexte politique. Après, le contexte urbain immédiat, comment je le vois à ce moment-là, par rapport à ce que vient d'évoquer Jérémy, il y a un instant, c'est ce qui est invisible. Il vient de parler d'un ordre de Séoul. Ce qui me paraît important, c'est que les Jeux Olympiques ne font qu'accélérer quelque chose qui est déjà là, puissamment présent en Corée du Sud avant. Alors d'une part la force de l'État développeur, et notamment dans le cadre de l'organisation de Séoul, mais Valérie vous en parlera aussi sans doute bien mieux, il y a quelque chose qui est par exemple la mise en place d'une infrastructure de transport extrêmement performante, efficace, le métro, ainsi de suite. Ça structure bien plus massivement la ville et son développement en ordre que l'organisation des Jeux Olympiques, qui viennent ajouter de la qualité architecturale ici et là. C'était en prévision des JO ou ça dépassait cette échéance? Non, c'était l'organisation du système capitaliste. Et justement, cette organisation du système capitalisme en marche, la mise en place des transports, la mise en place de grosses infrastructures, c'est quelque chose de nouveau? Comment c'est généré? Est-ce qu'il y a la création d'institutions spécifiques? Est-ce que c'est remis entre les mains d'une seule et même compétence? Comment ça se passe? Alors là, dans le détail, je pense que Valérie aussi pourra vous répondre davantage, mais il y a cette chose qu'on appelle un État développeur. Donc quand au départ, on a la force de l'État qui mobilise les capitaux, les compétences, la fiscalité pour décider, et qui a l'autoritarisme pour dire on fait ça demain. Plus le temps passe, plus évidemment la capacité de l'État à pouvoir imposer son diktat et son désir développemental s'amenuise et doit faire face à des acteurs plus puissants. Vous le savez, dans le cas coréen, il y a les grands J-Ball, les grands conglomérats qui sont ceux qui gagnent des sous et qui peuvent dire non éventuellement. Valérie, tout le monde réclame que tu prennes la parole. Mais ça tombe bien parce que je vais compléter très bien. Alain a planté le décor politique de manière tout à fait parfaite. Et j'aurais voulu compléter sur le contexte urbain, en fait, vraiment. D'abord le contexte démographique, puisque effectivement il y a l'État développeur, mais cet État développeur donc qui a été mis en marche dès 1961 après le coup d'État de Park Chung-hee, donc qui a lancé l'homme fort du développement coréen avec la mise en place de plans quinquennaux de développement économique très réguliers, au métronome, jusqu'au milieu des années 90. Et malgré tout,
cet État en marche est quand même confronté à la croissance urbaine de Séoul, qui va au départ plus vite que les prévisions. Hein, puisque alors tu as posé la question de comment tout ça s'organise. Il y a déjà quelque chose qui s'appelle la planification urbaine et donc des plans de développement global, enfin le plan global de développement, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme qui sont publiés, le premier après est de 1966, mais qui se base sur des prévisions démographiques qui au bout de 3-4 ans sont déjà dépassées. Hein. Juste pour vous resituer encore le contexte urbain, la croissance démographique de Séoul, c'est en 1960, 2,5 millions, doublement de la population en 10 ans, donc 5 millions d'habitants en 1970, et de nouveau doublement de la population entre 70 et 90, où là on se stabilise, finalement la population se stabilise à 10 millions d'habitants, hein, parce que on est autour de ce volume-là. Et en même temps que la population, que ce contexte démographique, l'augmentation également de la surface administrative de la ville, qui était déjà prévue en 1963. Donc en 1963, la ville avait déjà la surface qu'elle a aujourd'hui sur le plan qui à peu près 605 km². Donc on est face à une croissance démographique très rapide et une mise en place d'outils de planification urbaine qui permettent de donner un cadre au développement. Et effectivement, comme l'a dit Alain tout à l'heure, hein, la ville a eu les Jeux Olympiques en 81, mais Séoul avait en ligne de mire l'espoir d'obtenir les Jeux Olympiques en fait dès 1964, dès les Jeux Olympiques de Tokyo en 64, donc dès 1966 dans le plan urbain, donc il y avait cette idée qu'un jour, on aurait les Jeux Olympiques, il fallait se préparer à ça. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les installations sportives étaient déjà décidées, même si dans le détail, alors là, je ne suis pas très calée sur le détail de la candidature de Séoul aux Jeux Olympiques, qui a été compliquée aussi par un moment avant, dans les années 70, l'espoir que peut-être il y aurait l'organisation conjointe de quelque chose avec la Corée du Nord, qui a été refusé par le comité international olympique, et ce qui explique pourquoi Pyongyang, pendant ce temps-là, a milité pour obtenir le Festival mondial de la jeunesse et des sports, qui était la grande manifestation du bloc communiste. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce que peut-être il y a encore des choses à dire, si tu voulais, sur le transport, mais peut-être qu'on peut alterner... Sur Pékin, voir un petit peu, je pourrais Jérémy, tu nous redis ce contexte. Je crois que c'est intéressant d'avoir à la fois celui de la déclaration des Jeux Olympiques, celui de la population aussi, comme on l'a évoqué, et puis, autre point commun, les plans quinquennaux. Ouais. Alors non, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes, je pense, avec Séoul, mais pour vous resituer un peu le contexte à la fois politique et économique, donc l'attribution des JO de Pékin, c'est juillet 2001. Deux mois après, la Chine rentre à l'OMC. Donc on est déjà dans un processus assez important de la Chine d'internationalisation de son économie et également de son image. Donc ça, c'est un contexte qui est lié également à un contexte de croissance économique très favorable. On a une croissance à 2 chiffres autour de 12%. Et par ailleurs, à cette même époque, en 2002, on change d'équipe gouvernementale. C'est Hu Jintao qui passe au pouvoir et qui succède à Jiang Zemin. Donc c'est à lui qu'échoit l'organisation des Jeux. À l'époque également, on a une croissance économique qui est très stimulée par l'édification urbaine ou l'urbanisation. Et d'ailleurs, ça, à l'époque, c'était pas encore une stratégie, mais c'est actuellement une stratégie ouverte du gouvernement de dire que l'économie est stimulée par l'urbanisation. L'urbanisation permettant d'augmenter les... Voilà, exactement. Ce qui est un débat assez discutable, hein. Les économistes sont assez partagés là-dessus.
Et donc dans ce contexte de croissance liée à l'urbanisation, on a ce qu'on appelle en Chine les dachetian. C'est les grands événements qui sont vraiment, disons, qui ont existé à partir des années 2000 jusqu'aux années 2010 et un petit peu après. Mais c'est une période vraiment marquée par ces grands événements, donc les JO, l'Expo universelle, mais on a d'autres événements je dirais de moindre taille, mais qui sont quand même importants, hein, des manifestations du parti. On a la parade militaire en 2015. Voilà, donc on a ce contexte aussi de grands événements, et ces grands événements vont venir façonner l'urbanisation des villes. Alors, ce qui est important de faire remarquer, c'est que cette urbanisation, elle se passe en deux parties. Il y a d'abord les aménagements qui entrent dans le cadre des schémas directeurs, hein, de Pékin, de Shanghai, dont certains doivent être finalisés au moment des Jeux, mais dont l'échéance et l'utilisation dépassent totalement la portée des Jeux, hein, ou la portée de ces événements-là. Donc ça c'est un point assez important. Et donc dans le cadre de ces aménagements, on a toute une série d'opérations très importantes, hein. Ça va être, pour Pékin, ça va être la construction du CBD, du Central Business District, qui est à ce moment-là. On a le démantèlement progressif de la série d'État Shougang, donc, qui est située à l'ouest. On a la construction de plusieurs lignes de métro, 3 lignes de métro. Et tout ça, voilà, doit arriver à l'échéance des JO, ou en tout cas être prêt à ce moment-là. On a aussi des opérations de verdissement de la ville, très importantes. Donc, je vais boire. Donc on est dans ce contexte. Et puis on a bien sûr des projets d'architecture remarquables qui émergent également à cette période-là, et notamment des projets à financement public, hein, l'aéroport de Pékin par Norman Foster, la CCTV par Colas. Le stade est plutôt sur financement privé, en fait. Et quand on regarde d'ailleurs la répartition des budgets alloués aux JO, on a 40 milliards de dollars qui sont alloués pour tous ces aménagements dont je viens de parler. Et puis, on a 5 milliards de dollars qui sont prévus pour les infrastructures et les équipements sportifs eux-mêmes, ainsi que pour l'organisation des Jeux. Voilà, donc ça, c'est à peu près le contexte de cette décennie-là. Dans les aménagements aussi, il y a bien sûr le centre ancien, hein, qui est impacté par tous ces aménagements. On a le centre ancien, évidemment. Bon, ça, c'est un sujet assez clé pour Pékin, hein, parce qu'il faut savoir que le centre ancien, il fait 62 km². Je crois que Paris, c'est 78 km². Donc on est dans des échelles quand même très importantes. Au début des années 2000, au moment de l'attribution des Jeux, on est dans une phase de destruction massive de ce patrimoine. Et ce n'est qu'à partir de 2004, où on a le nouveau schéma directeur de la ville, hein, qui va de 2004 à 2020, où là, des recommandations et des critères de protection en fonction de zones patrimoniales, de zones définies, on va dire, dans le centre ancien, sont définis à la fois par la commission d'urbanisme et puis l'Institut de projet de Pékin. Donc les habitants, là-dedans, dans tout ça, ils ont à expérimenter toutes ces transformations, plus notamment, tu évoquais la démographie, mais Pékin grossit à la fois en termes de population, en termes de surface, et on accueille tous les ans, les chiffres sont compliqués à avoir, mais entre 300 et 400 000 nouveaux arrivants en ville.
Donc voilà, on a ce contexte qui est quand même un contexte extrêmement tendu pour les habitants et qui en plus de ça, et puis qui est mêlé paradoxalement à un contexte aussi d'euphorie vis-à-vis de l'accueil des Jeux. Justement, par rapport aux habitants, on vient de voir passer l'image de manifestants, ou plutôt des forces de l'ordre. Quelle a été en Corée, à Séoul? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces réactions qu'il y a pu y avoir et sur lesquelles, justement, j'évoquais ces documentaires en première partie. On voit ce cadre de l'État aménageur, des grandes infrastructures de transport, des grands équipements, l'enjeu que ça prend, et puis cette violence qui est là. Tu arrives à ce moment-là à Séoul, et qu'est-ce qu'il t'en paraît? Comment tu l'as dit? Elle n'est visible que si on va mettre le nez dessus. Je dirais que je me situe à l'époque où je pars à Séoul en 1987 et où mes parents sont très inquiets, bien sûr, parce que tout ce que l'on a chaque soir au journal de 20h de nouvelles de Corée dans la perspective des Jeux Olympiques, c'est ces images quasiment de scènes de guerre, de flammes, de gaz lacrymogènes, ainsi de suite. Bon, il est très facile en filmant, en cadrant, de donner ce genre d'impression. Fondamentalement, j'arrive à Séoul, cela ne se voit pas. Il faut y aller pour aller sur les campus ou aller sur ces collines où, en effet, à la faveur des Jeux Olympiques, mais dans une dynamique qui avait été entamée bien antérieurement, dont tu te rappelles le film que l'on a projeté l'an dernier, l'habitat non intégré, comme on le disait autrefois, je ne sais plus si on dit ça aujourd'hui, donc les Panjaji, donc tous ces migrants qui étaient arrivés à Séoul dans les années 60-70, qui s'étaient installés là où il y avait du foncier libre, c'est-à-dire en gros sur les collines où il y avait des bois, et s'étaient installés là, eh bien, sont évacués. Ils sont évacués pour des raisons qui sont à la fois juridiques, financières, capitalistique. On dit c'est pas chez vous là. Donc cette dynamique là, elle existe avant les Jeux Olympiques, mais elle est renforcée par la perspective des Jeux Olympiques parce que en plus cet habitat sous-intégré, ça fait pas bien dans le décor. Donc c'est un peu de ce contexte là que fait sens le film que l'on a montré l'an dernier, avec parfois ce qu'il y a d'assez particulier, c'est l'ampleur quand même du phénomène, hein, lorsque l'État décide sur des zones périphériques, plutôt périurbaines cette fois, d'un seul coup d'évacuer des quantités considérables de gens pour en installer des quantités encore plus considérables. Cette installation encore plus considérable, Valérie, c'est le sujet que toi tu connais plus. Comment se met? Il faut distinguer peut-être plusieurs moments. D'abord la question de cet habitat donc sous-intégré ou habitat précaire, ou parfois dans les textes on trouve bidonville. Hein, à l'époque, à la fin des années 60, début des années 70, il y avait plus de 200 000 logements de ce type à Séoul, qui faisaient partie de l'image de Séoul comme ville du tiers-monde dans les années, début des années 70 en fait. Et donc il y a eu, et c'est comme l'a dit Alain, ces squatteurs urbains donc, qui étaient installés sur de la terre publique sans permis de construire souvent, s'étaient installés sur les collines et sur les bords de rivières également. Et dans le centre-ville également. Donc dans les années 60 et 70, d'abord l'évacuation a porté sur le centre-ville, en premier lieu, à l'occasion de rénovation du centre-ville. Donc ce dont on parle au moment des Jeux Olympiques, c'est postérieur, et c'est ce film dont je donne la référence plus précise, parce que c'est un très intéressant documentaire de quelqu'un qui s'appelle Kim Dong-won, qui a fait un documentaire de 88, justement, qui s'appelle Sangye-dong Olympics, et qui traite de l'évacuation donc d'un quartier qui se situe au nord de Séoul, en fait. Donc pas dans les zones de développement olympique, en fait. Hein. C'est différent, c'est pas le même endroit, qui était un immense endroit de squatteurs pour construire des grands ensembles d'appartements.
pour loger la population à la suite d'un plan de logement, enfin d'une loi d'abord qui avait été promulguée au début des années 70 pour renforcer la construction du logement collectif, et d'un plan de construction de millions de, je sais plus, 5 millions de logements qui datait de 1986. Voilà. Donc ça faisait partie d'une politique de logement de masse qui avait été lancée par l'État à la dès le milieu des années 70 en réalité, et qui était pas forcément connectée au moment olympique. Hein, mais on est dans un contexte général, effectivement, d'expansion urbaine, le moment olympique faisant partie, s'inscrivant dans ce contexte-là. Hein. Et du coup, le foncier, il appartient à qui à ce moment-là à Séoul pour ces grandes opérations urbaines? Est-ce que il appartient à l'État? Est-ce qu'il n'a pas vraiment de statut? Ça dépend. Dans le cas des quartiers, enfin, c'est un peu compliqué. Il y avait une partie de la terre qui était effectivement l'éviction des squatteurs, et donc toute cette problématique-là, pour simplifier les choses, est associée, enfin, est liée à toute une nécessité pour justement le gouvernement urbain de récupérer le foncier. Parce qu'en fait, à la sortie de la guerre, une grande partie des terrains étaient publics. À la suite de la colonisation japonaise, en fait, le statut des terrains n'était pas forcément clair. Et du coup, une partie des opérations d'éviction des squatteurs était liée à la nécessité pour l'État de pouvoir gérer le foncier. C'est-à-dire que soit ça devait appartenir à l'État pour les infrastructures, ou ça devait être privatisé et ensuite vendu sous la forme de lots, enfin, dans différentes situation. Après, il y avait une partie des terrains qui étaient privés, enfin qui appartenaient, donc qui étaient des terrains agricoles. Par exemple, dans la partie qui a été là où se sont installées toutes les grandes infrastructures sportives, une partie des terrains étaient des terres agricoles qui ont été donc transformées en terrains à urbaniser, en fait, qui ont été donc viabilisés et développés à partir du début des années 60, enfin de la fin des années 60, début des années 70. Voilà. Oui, en fait, dans un modèle qui aurait plutôt justifié que l'on ait ici un shanghaïologue, mais tu es shanghaïologue voilà. Parmi nous, qu'un pékinologue, parce que, comme vous le savez, le modèle Séoul ressemble davantage à Shanghai qu'à Pékin, avec ce déploiement, ce doublement de la ville au-delà du fleuve Han, qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Shanghai. Mais bon, ça, c'est les années 70 et c'est massif. Effectivement, le point qu'on va retrouver, me semble-t-il, c'est toujours comment, sur des villes qui sont déjà habitées, même modestement, si on peut dire, hein, quand on parle de 2,5 millions d'habitants qui doublent ou qui quadruplent, comment on s'étend? Comment on s'étend? Alors, tant que c'est du terrain qui est à disposition, ça va. J'aurais tendance à dire à Pékin, on va avoir une combinatoire de plusieurs choses, c'est-à-dire à la fois la préemption de terrains qui sont d'anciens terrains industriels que l'on va évacuer de la proximité immédiate de Pékin, et puis aussi cet impact extraordinairement violent qui a été le choix de privilégier l'automobile, qui n'a pas été le choix de Shanghai. L'automobile, je veux dire l'automobile individuelle, et du coup de privilégier la construction des périphériques et non pas des transports en commun. Dans un premier temps, c'est les Jeux Olympiques qui vont amener à autre chose, à mettre la priorité sur les infrastructures de transport. Et puis, un des éléments qui va peser très lourd, c'est ce que rappelait Jérémy, qui va peser très lourd, c'est cette question de à qui appartient le bâti quand on est dans la ville ancienne. Et quand je dis appartenir, c'est pas tant les droits de propriété que tout ce qui s'y est mélangé en termes de droits d'usage, ceux qui sont là relogés pendant la révolution culturelle, qui habitent là pendant 30 ans, ceux qui ont la propriété en tant que telle, mais encore faut-il qu'elle soit reconnue, et puis la valeur foncière qui commence à se développer justement dans cette économie où la construction est vue comme le moteur du développement. Donc on a ces trois concordances d'événements
qui vont amener dans à mon sens, et on est là dans quelque chose de très différent de Shanghai, qui vont amener à faire le choix d'une ville qui va jouer sur son image en disant je fais place nette et on verra après. Et en faisant place nette, c'est effectivement le fait de dire travailler de près avec la population, on n'a pas le temps. C'est trop compliqué d'avoir à gérer au cas par cas ce qui est dans les quartiers. Détruisons, au moins ça sera plus hygiénique comme position. Est-ce que c'est ça que tu as perçu en arrivant à Pékin dans cette période 2006, pour le situer de manière aussi assez large? Tout le monde commence à être équipé d'un téléphone, pas encore d'un smartphone, mais d'un téléphone, ce qui veut dire que les manifestations des appels à intérêt partagés dans la population se font très vite, et que les manifestations peuvent très vite prendre place pour arriver à défendre des droits, ce qui est quelque chose qui va disparaître, me semble-t-il, quelques années après. En 2006, comment perçois-tu les choses en étant sur place ? Non, mais sur place, c'était très silencieux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas on ne voyait pas de manifestations. Il y avait beaucoup d'évictions, beaucoup d'expropriations, beaucoup de destruction de bâtiments. Mais on ne voyait absolument pas de manifestations. Enfin, moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Après, à l'approche des JO, il y a eu des annonces de projets de destruction de quartiers qui, eux, étaient englobés dans le plan de protection de ces 25 zones à l'intérieur du second périphérique. Et ces annonces-là, par contre, faisaient peur à la population. Il y avait un projet, par exemple, d'élargissement de la voie de la rue qui s'appelle Dongse, donc qui est vraiment une voie centrale plutôt à l'est du vieux centre. Et bon, la raison de la destruction d'une bande qui faisait à peu près 100 mètres de large sur plusieurs kilomètres de long, c'était de dire ces habitations-là sont en dessous de la ligne 5 qui était en train d'être construite. Et donc là, tout le monde a commencé à prendre peur, mais par contre, comme il y avait cet outil réglementaire nouveau qui était le plan de protection, les habitants en même temps disaient mais non, ça ne peut pas être détruit. Donc il y avait cette ambiance entre crainte et en même temps, mais les destructions se sont vraiment ralenties à l'approche des JO. Hein. Paradoxalement, le fait qu'il y ait cette échéance-là a ralenti le processus de transformation. Alors sur justement ces processus de transformation de la ville, j'ai noté tout à l'heure ces côtés mentionnés par Alain comme les Jeux Olympiques comme pacificateurs. Est-ce qu'on peut voir cette dimension-là à Pékin ou pas ? Ça dépend de quel moment tu parles, parce que les choses se sont un peu accélérées à l'approche des JO. Au début, si vous voulez, il y avait une population qui était très favorable aux JO. Et puis, petit à petit, elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même énormément de transformations qui étaient mises en place dans leur cadre de vie. Et donc, ça tendait la population à tel point qu'il y avait un jeu de mots à l'époque qui était, donc les JO, on disait Aoyun, et les Pékinois disaient Naoyun. Nao, c'est le cerveau, donc on a le cerveau embrouillé, quoi. C'est ça que ça voulait dire. Et à l'approche des JO, là, les choses ont commencé à se tendre parce que le contexte politique aussi était en train de changer. Il y avait quelques mois avant les JO, il y a eu une crise tibétaine. Donc il y a eu de l'ingérence ou des voix qui se sont élevées du côté international. Il y a eu également... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre
Il y avait, voilà, c'est ça que j'allais dire. Il y avait aussi une angoisse sécuritaire des autorités, hein, que les JO se passent bien, qu'il n'y ait pas de débordement, que les journalistes fassent bien leur travail. Il y avait une angoisse au niveau de la pollution. Et puis, il y a eu le tremblement de terre du Sichuan, qui était le 12 mai 2008, et donc où on a eu 80 000 morts, 350 000 blessés, donc vraiment une catastrophe énorme ressentie jusqu'à Pékin. Et là on a senti ce paradoxe total entre accueillir les Jeux et être dans une forme d'euphorie, et puis en même temps être dans une ferveur populaire un peu assombrie par cet événement. Et ça, là, je parle vraiment de quelques semaines avant le début des JO. Donc, au moment des JO, on était dans un climat comme ça, vraiment en tension. Et oui, je me souviens à quel point justement les villes s'apportaient des soutiens mutuels, étaient jumelés pour s'apporter du secours. Donc là aussi, on voit Séoul se prémunissait contre les inondations possibles et Pékin ne pouvait pas imaginer se prémunir contre une telle catastrophe. Et le climat de générosité, d'une certaine manière, qui a été lancé, a été quelque chose d'assez étonnant, que ce soit au milieu de la population qui était sollicitée pour apporter leur contribution financière, mais aussi les architectes qui étaient sollicités pour appeler à apporter gracieusement leur savoir-faire. Alors ce rôle des architectes ou des grands personnages, on sait qu'à Séoul, enfin je dis on sait parce que je l'ai appris il y a même pas une heure, c'est un architecte qu'on doit le master plan. J'aimerais bien que tu nous en dises plus, Alain, sur cette figure de l'agence qui s'appelle Space et de son fondateur et du rôle qu'elle a pu jouer dans la construction d'une nouvelle image qui était cette image de Séoul accueillant les JO. Ah, c'est une longue histoire. Je ne vais jamais rendre le micro. L'agence Space, Kongan, est associée au nom d'un architecte coréen qui s'appelle Kim Soo-gun, qui est né en 1935 pendant la colonisation japonaise, a été formé pendant la guerre de Corée, enfin les années 60 au Japon, à Tokyo. Et qui est mort avant les Jeux Olympiques, donc qui n'a pas vu les Jeux Olympiques, il est mort en 86 d'un cancer, et qui est une des grandes figures quand on regarde les manuels d'histoire de l'architecture en Corée, fait partie des pères fondateurs. En gros, il y a Kim Jong-hop qui a fait le bâtiment de l'ambassade de France en Corée, et ça d'ailleurs, qui est connu pour avoir étudié à Paris, en partie sous la houlette du Corbusier, et puis Kim Soo-gun, lui, qui a été formé au Japon, donc à Tokyo. Bref, c'est quelqu'un d'important, pas parce qu'il a une immense agence, tu as dit tout à l'heure une très grande agence, non. Fondamentalement, pendant toute cette période de l'état développeur, les grosses agences, ainsi de suite, c'est les agences qui sont adossées aux Jaebol et aux agences de construction internes à ces grands, enfin les grands Jaebol que vous connaissez, Samsung, Hyundai, ce sont des Jaebol, ce sont d'immenses entreprises de BTP aussi, qui ont leurs agences d'architecture interne. Et le gros de la production architecturale, massivement pendant cette période, est produit industriellement, Valérie, c'est mieux que vous, par ces énormes agences-là. Vous avez à côté une poignée de professeurs d'architecture dans les universités qui ne font pas un seul bâtiment parce qu'ils sont profs d'université. Et puis entre deux, vous avez le modèle de la petite agence de celui qui a le droit de construire des bâtiments, mais pas tant que ça. Alors, l'histoire de la façon dont Kim Soo-gun peut fonctionner dans ce système-là, elle est en partie liée à deux choses. Je dirais aux compétences qu'il a assez tôt acquises justement en étant à Tokyo. Donc il est rapatrié en Corée
élaboré par l'État développeur lorsqu'il s'agit justement de lancer ces grands chantiers au départ. Il a une expertise en béton, en réseau, en toutes sortes de ces choses modernes qui font qu'il est choisi au départ par l'État dans la première phase pour lancer des grands chantiers et à la fois, je dirais, des maisons individuelles pour l'élite nouvelle, mais aussi des grands, je dirais, plans d'aménagement de beaucoup plus grande échelle. Mais ce qui fait qu'il est important, c'est pas la taille de son agence, c'est qu'à côté de ça, il est un acteur essentiel de ce qu'on peut appeler la renaissance de la culture coréenne pendant cette période-là. C'est-à-dire d'un pays qui, vous vous souvenez, a connu l'impérialisme occidental, la colonisation japonaise pendant 40 ans, la dévastation et la division de la guerre de Corée, et qui a besoin, ça, pas seulement de se reconstruire sur le plan économique, mais qui a besoin de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la Corée, la coréanité, comment on peut être à la fois moderne et coréen, qu'est-ce que c'est que l'architecture moderne et coréenne. Et autant Kim Jong-up, dont je viens de parler, ne produit rien de ce côté-là à part des bâtiments, autant ce qui caractérise Kim Soo-geun, c'est qu'à côté de ces bâtiments, et il intervient à de très multiples échelles, encore une fois, de la maison individuelle jusqu'à des grands plans généraux, c'est de créer un groupe. Alors on est plus dans le modèle Taliesin, si vous voulez, que voilà, c'est un atelier, c'est un réseau, c'est des gens. Donc c'est pas simplement une agence, c'est pas du tout une agence d'architecture. C'est un groupe avec une revue mensuelle. Et pendant toute la période des années 60, 70, 80, c'est la seule revue généraliste d'art de la Corée de cette époque-là, dont j'ai certains. C'est un théâtre. À l'intérieur de ce bâtiment, vous allez voir, il y a un petit théâtre. Dans ce petit théâtre-là, on commence à faire venir, par exemple, les acteurs des percussions coréennes. Samul Nori commence là. On commence à avoir des performances de coups chamaniques. C'est de séances chamaniques dans la mise en place d'une réflexion sur c'est quoi les figures centrales de l'identité coréenne. Et c'est autour de Kim Soo-geun, de son groupe d'activités, de personnes, alors plus, il est prof d'université en même temps, son réseau, donc il a tout un tas de réseaux qui se superposent. Et il est extrêmement influent, non pas parce qu'il produit des traités d'architecture ou qu'il a une théorie, mais il écrit sans cesse. C'est-à-dire, je parlais de Philippe Stark tout à l'heure, ainsi de suite. Il est dans la figure du grand architecte dans la mesure où il fait partie de ceux qui parlent. Il fait plus, il écrit plus, il fait plus de discours et d'écrits divers et variés qu'il ne produit de bâtiments. Donc il accompagne beaucoup son architecture de textes sur diverses choses. Et ce faisant, et je vais m'arrêter là, François, si tu veux bien, il accomplit quelque chose de beaucoup plus important que de laisser des bâtiments qui aujourd'hui sont noyés dans le Séoul, ils sont invisibles, y compris pour des raisons d'échelle. Alors, ils sont dans les manuels d'architecture, donc dans le pèlerinage que vous faites, ainsi de suite, vous allez voir, mais sinon, vous pourriez passer devant sans les remarquer, parce qu'il n'y a pas cette monumentalité, à part le stade olympique, bien sûr, qu'il a conçu, mais il est celui qui inscrit en Corée la figure du grand architecte et qui déplace la place de l'architecture dans la culture coréenne. C'est-à-dire, avant, l'architecte, ça n'existait pas, tout simplement. C'était celui qui faisait des bâtiments. Avec lui, en Corée, il y a subitement quelque chose, voilà, et il légitime l'autonomie du champ de l'architecture dans l'histoire de la culture de cette époque-là. Et essentiellement, il le fait en procédant à une généalogie. Et j'ai oublié de le dire il y a un instant, et c'est important. Il y a une redécouverte de toute l'histoire architecturale du pays. Donc une exploration qu'il accomplit dans les années 70 de la dictature dure. Dans les années 70, il est plus copain avec Park Chung-hee. Donc subitement, les commandes publiques se tarissent. Terminé, parce que, bon... et ce faisant, il va profiter de cette période-là pour partir dans les campagnes et découvrir, par exemple, la maison coréenne et recréer, à partir d'une spatialité typifiée, ainsi de suite, quelque chose et réfléchir tiens, à partir de la maison coréenne, comment on peut faire de l'architecture moderne. Et c'est ces formules architecturales qui n'ont rien à voir avec le collage de formes empruntées au répertoire classique. Je réagis parce que je trouve qu'il y a vraiment des similitudes avec la Chine, mais voilà, à des périodes plus rapprochées de la nôtre. Mais c'est vrai qu'en Chine, on a une production de la ville qui passe par les instituts de projet, ce qu'on appelle les Shotiyuan.
Donc c'est des grosses machines à produire de la ville assez génériques, voilà, qui ont entre 400 et 1000 salariés. Et c'est vrai que, alors, on a eu à partir de la fin des années 90 et surtout dans les années 2000 une émergence très importante importante, on va dire, de jeunes architectes chinois qui se sont mis à leur compte et à travailler en agence indépendante. Et alors c'est vrai qu'ils ont commencé par travailler avec des grands noms de l'architecture, et sur des commandes, par exemple avec Paul Andreu, avec Herzog et de Meuron, avec Rem Koolhaas, etc. Il y a eu des couplages d'architectes, et puis ensuite ils ont produit par eux-mêmes. Mais je trouve qu'il y a une similitude assez forte. Voilà. Et moi, j'allais dire exactement l'inverse. Ah bon. Vas-y, il est là-bas. J'allais dire exactement l'inverse, parce que je me dis, mais c'est incroyable, parce que on fait appel à un prof pour trouver l'identité coréenne, donc c'est déjà incroyable. Et à Pékin, ça a été exactement l'inverse pour les JO. Alors, je ne parlais pas des JO. Hein, voilà. Je ne parlais pas des JO. Oui, mais c'est parce que sinon ils vont s'endormir. Ouais. Et c'est qu'en fait, non, je vois bien que vous n'allez pas vous endormir. C'est qu'en fait, on a cette vitalité du milieu architectural qui commence vers 95 en fait, en Chine, 97. Le retour qui est autorisé, qui est facilité pour ceux qui ont été faire des études ou travailler à l'étranger. Mais que pour les Jeux Olympiques, et c'est pour ça que je disais que j'allais pousser un petit peu plus loin, pour les Jeux Olympiques, eh bien, cette recherche d'une image chinoise nouvelle, dynamique, elle va passer par l'étranger. Elle va passer par l'étranger avec les grands noms. Ça va être à partir de là qu'on va commencer à parler de star architecture, d'ailleurs. C'est la Chine qui nous l'amène. Et avec, en parallèle, ces transferts de technologie en travaillant. Enfin, c'était assez épatant parce que ce soit pour la piscine ou que ce soit pour le stade, la Chine expérimentait des techniques qu'elle ne connaissait pas. Donc, elle se lance pour un événement international à faire ce qu'elle ne sait pas faire, avec des personnes qui vont être garants pour pouvoir former les générations d'après. C'est aussi à mettre en parallèle avec une génération manquante. Entre 66 et 76, on a les universités fermées. Donc, cette capacité d'innovation n'est pas là en Chine. Elle ne peut pas être portée localement. Et elle va du coup apparaître par rapport aux Jeux Olympiques, là aussi, très à la marge, sur un bâtiment qui est un bâtiment pour le contrôle de l'information. Donc là, on devine qu'effectivement, on ne va pas confier ce type de bâtiment à des architectes étrangers. Et puis, mais vraiment tout à fait à la marge, quand le gouvernement se rend compte qu'il n'y a aucun des bâtiments qui n'est construit par des architectes chinois. Et donc, une fois que toute la période des concours qui a été lancée pour le stade, la piscine, etc., est passée, eh bien, c'est là où, pour les petits aménagements, on va faire appel à des agences qui sont des agences locales. Mais c'est par défaut, d'une certaine manière. Et c'est ça que je trouve étonnant, c'est que cette recherche que tu nous évoques, recherche d'identité coréenne, eh bien, on fait appel à quelqu'un qui jusque-là n'a pas construit, en gros. Est-ce que je peux mettre mon grain de sel? Ce que je trouve très intéressant, enfin, dans ce que dit Alain, effectivement, et sur cette figure de Kim Soo-geun qui écrit beaucoup sur les icônes de la tradition, les icônes de la coréanité. Ce qui se passe concrètement dans le quartier où se développent les installations olympiques, c'est tout le contraire, en fait. Donc, c'est le résultat concret de l'État développeur qui, avec la combinaison, enfin l'association de ces agences
publics de développement, donc qui vont développer le foncier ou qui vont développer des grands ensembles d'appartements, associés à des conglomérats et les filiales de bâtiments du conglomérat, donc qui ont des conglomérats coréens qui sont les moteurs, les dynamos de la croissance coréenne, en fait, dans les années 70 et 80, construisent des grands ensembles qui font 30 000 logements, donc qui sont des villes, des morceaux de villes dans la ville. Et on a, alors, selon dans ce quartier qui est structuré par des installations, effectivement, à 2 endroits, en fait, puisqu'il y a eu aussi en 1986, c'est une question que je voulais te poser, les Jeux asiatiques, en fait. Est-ce que toi, tu es arrivé en 87, donc entre les deux jeux, les 2 séries de jeux, en 86, les Jeux asiatiques à Séoul, et en 88, les Jeux olympiques. Et donc tous ces 2 moments importants sportifs ont été localisés dans ce même quartier, donc de Gangnam, enfin dans ce quartier sud. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que cette figure, enfin cet architecte qui a beaucoup écrit sur la tradition, a travaillé dans une période où finalement, effectivement, ceux qui construisaient la masse urbaine, enfin qui était dans la transformation de la silhouette urbaine, c'était des ingénieurs qui signaient, comme tu l'as dit, dans les agences de ces grands conglomérats et qui signaient du logement collectif tout à fait banal en fait et pas du tout innovant sur le plan architectural, avec de l'architecture internationale qui n'avait absolument rien de coréen, à part dans les structures des espaces domestiques peut-être. Voilà. Mais de l'extérieur, effectivement, pas très innovant. Pour ces complexes d'appartements, c'est du locatif ou c'est entièrement de l'accession à la propriété sur la distribution par l'eau. Donc le locatif, enfin l'équivalent du locatif habitation à loyer modéré, c'est une toute petite fraction du logement en Corée, encore aujourd'hui, malgré les efforts importants du gouvernement national, de la municipalité de Séoul pour développer le logement. Donc c'est pas du logement social du tout, hein, c'est du logement vraiment en accession à la propriété. Et alors, est-ce que cette verticalisation que tu évoques, est-ce que c'est aussi l'étape où on transforme une population qui est ou petit propriétaire ou locataire en essentiellement une population de propriétaires? C'est plus compliqué que ça, parce que ça ne veut pas dire que l'accession à la propriété, en fait, fait que les gens qui sont réellement propriétaires habitent les appartements. Donc c'est le cas d'un certain nombre de personnes, mais c'est pas l'ensemble. Enfin, c'est pas l'ensemble des habitants. Non, ce qui se passe surtout pendant cette période, c'est la transformation c'est en fait l'urbanisation, la transformation des gens qui viennent d'ailleurs que Séoul, qui viennent de la campagne, qui sont passés parfois par des villes moyennes, qui arrivent à Séoul. C'est vraiment la fabrique de la ville, en fait, entre 60 et la fin des années 80. C'est-à-dire qu'au moment olympique, ça y est, la Corée est devenue une société, enfin, c'est une société urbaine, et Séoul est en quelque sorte l'icône de cette transformation. Parce que là, je me tourne vers Jérémy. Moi, j'aurais tendance à dire que les Jeux olympiques ont montré à Pékin l'achèvement de ce processus d'urbanisation par les grands ensembles. En quelque sorte, on a vraiment basculé dans une société qui devient majoritairement propriétaire et qui est dans ces grands ensembles qui sont construits, là aussi, comme vous l'évoquiez pour Séoul. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, je ne sais pas si c'est un achèvement. Enfin, non, je ne pense pas que ce soit un achèvement, parce que, évidemment, les gens deviennent propriétaires, notamment d'ailleurs ceux qui sont relocalisés à l'extérieur du centre ancien. Mais après les JO, on continue à avoir une construction massive de grands ensembles et d'accession à la propriété. Il y a également des opérations de logement social, notamment au nord de la ville. Mais on continue ce processus-là, et on continue encore aujourd'hui. Voilà, avec en plus de ça la construction des villes nouvelles autour de Pékin,
qui s'est faite bon, à peu près à la même période. Mais voilà. Ouais. Oui, quand je dis achèvement, c'est pour dire achèvement d'un processus où on transforme une population en population propriétaire. Ouais. Voilà, pas dans l'achèvement de la construction. Pas de l'achèvement de la construction. Et là, ça nous amène un peu à cet après JO. Qu'est-ce qui a été changé dans les villes à Pékin? Qu'est-ce qui a vraiment profondément transformer les quartiers? Mais déjà, après les JO, la tension est vraiment retombée. Et donc, je pense pendant quelques années, on a eu une sorte de battement et où la municipalité s'est concentrée sur des choses peut-être moins emblématiques, mais un peu plus utiles. Je dirais, par exemple, le réseau de métro qui a continué à augmenter, le parc de bus, on a continué le démantèlement d'industries, il y a eu les routes aussi tout simplement qui ont été refaites et très bien refaites. Donc voilà, on était dans ça c'est vraiment je dirais de 2008 à 2012-2013. Et puis, depuis 2013, là, on est rentré dans une nouvelle phase de transformation assez importante de Pékin, avec donc tout un processus de métropolisation, le projet qui s'appelle Tingtinti, qui est de lier la ville de Pékin de mieux lier la ville de Pékin avec la ville de Tianjin et puis les villes alentours dans la province du Hebei, notamment pour faire concurrence au delta de la rivière des Perles et puis au delta du Yangtze. Donc mieux organiser l'économie par l'urbanisation. On est aussi dans un processus de déménagement de l'administration de la ville à l'extérieur de la ville. Donc dans la banlieue est de Pékin, la ville qui s'appelle Tongzhou. Et depuis plus récemment, je dirais depuis 2014, 2015, on recommence à avoir des évictions forcées dans les Routong et les migrants qui sont un peu reconduits manu militari à l'extérieur de la ville, ou en tout cas empêchés de se sédentariser en ville. Et dans la manière de faire la ville, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la perception de la ville pour moi, ça c'est déjà une énorme régression, quoi. C'est-à-dire que les JO portaient quand même en eux une espèce de vague d'espoir, avec une image de la modernisation, de la modernité. Et bon, on aurait pu se dire que les institutions en place allaient changer petit à petit leur méthode et puis travailler un peu plus dans le détail. Et en fait, c'est pas exactement le cas. Donc dans les processus de faire la ville, je trouve qu'il y a une régression. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opérations qui sont très intéressantes actuellement, qui sont conduites dans les Routong, mais qui sont, à mon sens, plus des opérations expérimentales, et où là, on a des projets qui peuvent s'apparenter à des projets participatifs, où la créativité est vraiment mise en avant. Et donc, on a des projets qui émergent très intéressants, notamment ceux en lien avec ce qu'on appelle la Beijing Design Week, qui vient s'implanter dans des quartiers de la ville, par exemple le quartier de Dashelar, le quartier de Baitasse, et puis on a d'autres micro-opérations. Moi-même, j'ai eu la chance d'en conduire une au sein du Dazayuan, dans lequel on avait notre bureau avec les habitants, et qui, sont quand même encouragés par certains services de la ville, notamment l'Institut de projet de Pékin. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des forces qui s'opposent. On sent que ces contradictions un peu majeures dans le processus de faire
la ville à la fois avec des projets un peu expérimentaux mais intéressants, et puis des évictions forcées, voilà, des murailles, on mure carrément les commerces, etc. Bon, pour moi, ça veut dire qu'il y a des forces qui s'opposent au pouvoir, voilà, soit au sein du parti, mais la gouvernance de Pékin est très compliquée à ce niveau-là, parce qu'elle elle incarne plusieurs rôles, à la fois les rôles de municipalité, le rôle de la capitale, et puis après voilà, le rôle de ville elle-même, quoi, qui évolue avec son propre rythme. Et à Séoul, je rebondis sur le côté jeu de mots qu'affectionnent beaucoup les Chinois entre Jeux olympiques et cerveau embrumé, puisque en français ça n'a rien à voir, mais en chinois il n'y a qu'une lettre de différence. Est-ce qu'on est face à la même causticité parmi les habitants de Séoul, ou au contraire c'est... Par rapport aux Jeux Olympiques? Oui, comment est perçu l'événement dans Comme je te la dis, ville et après? C'était il y a 2000 ans. C'était il y a 2000 ans, hein, c'est ça, c'est fini. Oui, c'est comme si je disais c'était il y a 2000 ans. Donc non. Et maintenant, est-ce que, puisqu'il va y avoir les Jeux d'hiver qui se présentent bientôt en 2018, est-ce que quelle expérience 20 ans avant, donc 2000 ans avant? La ville a changé déjà. Voilà, tout a changé. Quelque chose d'important, c'est que, j'ai eu cette expression tout à l'heure d'entrée en scène de Séoul d'entrée en scène sur la scène internationale. Alors c'est assez banal comme expression, mais c'est néanmoins assez juste, et ça renvoie à quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire que jusqu'en 90, Séoul était placé assez haut dans le rang des villes mondiales sur le plan démographique. 10 millions d'habitants en 90, je sais pas, elle était dans les 15 premières villes ou les 10 premières villes mondiales. Et en fait, après 90, elle a dégringolé. Elle n'a pas dégringolé, elle n'a pas perdu d'habitants, mais d'autres villes sont passées devant, d'autres villes asiatiques notamment, par la croissance démographique. En revanche, là où Séoul a continué à monter dans les réseaux des villes mondiales, c'est en accueillant des fonctions de plus en plus sophistiquées, des fonctions de commandement, des services, etc. C'est-à-dire en développant des fonctions urbaines qui étaient auparavant... C'était une ville assez industrielle, Séoul, et en développant des fonctions tertiaires de haut niveau. Donc Séoul est devenue une grande ville mondiale. Alors, ce n'est pas une ville globale, au sens où quelqu'un comme Saskia Sassen parle de ville globale, c'est-à-dire de ville qui contrôle les réseaux financiers, les réseaux d'information, qui sont à la tête de la hiérarchie mondiale. Mais c'est néanmoins une ville qui a des fonctions très, très importantes sur le plan de la logistique, sur le plan financier, sur le plan des services aux entreprises et des sièges sociaux des grandes entreprises. Donc là, Séoul a fait effectivement, est véritablement entré en scène dans ce réseau-là. Donc là, ça a été une grande transformation. Tout à l'heure, Alain, tu as décrit de manière très frappante et très juste la manière dont l'arrivée des Jeux Olympiques a été un ferment de démocratisation, enfin a été quand même un changement politique. Et après 88, en effet, la manière de faire la ville a changé complètement, puisque à partir de 95, le plan urbain n'a plus été un plan imposé, et ça a été un plan qui a été présenté, qui a dû être présenté à l'approbation populaire par toute une série de dispositifs qui permettaient à la population, enfin en tout cas au fonctionnement démocratique finalement d'avoir lieu dans la manière de gérer la ville. Et donc le plan, il y a eu deux plans, enfin trois en fait, 97, 2006 et 2014. Là, on est sur le plan de 2014 qui va jusqu'en 2030. Donc, qui sont des plans qui n'ont pas du tout été conçus de la même manière qu'avant les Jeux Olympiques. Pour cela, même, des institutions sont apparues, de nouvelles institutions, comme par exemple l'Institut de développement de Séoul, le Seoul Yonggwon, qui a été une institution créée justement au moment de la transformation du mode de fabrication
de ces schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme de Séoul. Donc la ville a, effectivement, tu dis c'était il y a 3000 ou 300 000 ans, mais en effet, le mode de fabrique, la fabrique de la ville a changé radicalement en raison de ces changements aussi politiques. Non seulement dans la prise en compte des gens qui vivent sur place et de ce que veulent les habitants de Séoul, mais sur le plan institutionnel, parce que le jeu c'est beaucoup compliqué. Donc dans la démocratisation, il y a quelque chose qui est apparu, c'est la démocratisation territoriale, c'est-à-dire pendant toutes les décennies qui avaient précédé, Séoul avait un maire qui était nommé. Aujourd'hui, depuis la démocratisation, Séoul a un maire élu. Et parfois, on se retrouve dans une situation qui n'est pas sans rappeler Paris, où la position du maire de Séoul, dans un pays aussi primacial que la Corée, vous avez Séoul, c'est 10 millions d'habitants, c'est 20 millions, 25 millions l'agglomération, mais donc ça compte dans un pays qui fait 50 millions d'habitants. Donc celui qui est maire de Séoul, c'est pas n'importe qui. Et on assiste aujourd'hui quelque part à une sorte aussi de lutte dans les projets d'aménagement autour de ce que c'est qu'une capitale, entre l'État d'un côté, de l'autre la mairie de Séoul. Et c'est peut-être cette concurrence qui aujourd'hui permet de maintenir dans une ville qui a beaucoup changé et qui s'est démocratisée du côté de la fabrique de l'urbain, de maintenir ce qui nous paraît de nous toujours un peu étonnant, c'est-à-dire ce que j'appelle des méga-projets, ce qui nous surprend vu de Paris, c'est-à-dire la capacité quand même qu'ont encore la Corée du Sud en contexte démocratique à avoir des projets d'urbanisme de très grande échelle qui sont réalisés dans des rythmes affolants. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible techniquement, démocratiquement? Alors, est-ce que ça fonctionne dans ces interstices entre les pouvoirs? C'est une question intéressante qu'on doit se poser. Et justement, les architectes, est-ce qu'ils ont encore, comme un architecte comme celui de l'agence Space, Kongan, aurait encore une place ou pas vraiment dans ce contexte-là? Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, puisque on évoquait tout à l'heure la coréanie, enfin le discours coréaniste, coréanisant qui avait tenu autour des Jeux Olympiques a été remplacé à la même époque que Pékin par aujourd'hui, quand on emballe le projet architectural et le projet urbain, on l'emballe avec de la signature internationale, donc on l'emballe avec du Zaha Hadid, du Colas, ils y sont tous, Nouvelle. Ils y sont tous. Et ça n'a pas laissé émerger de grands architectes coréens je dirais, de même stature. Et il y en a aucun, en tout cas, qui ait poursuivi cette fonction qu'a joué Kim So-gun d'agitateur culturel bien au-delà de l'architecture. Alors, en t'écoutant, je pense à quand même un événement que je voudrais mentionner, c'est que donc, Séoul vient d'accueillir pendant 2 mois une biennale d'architecture, donc un événement extrêmement important, effectivement, autour donc invitant beaucoup d'architectes, ayant des projets très internationaux, et le thème de la biennale, c'était Creative Commons. Alors au sens où, c'était, je traduis en anglais, je ne sais pas trop bien comment traduire en français, mais c'était l'idée, le commons au sens des commons du bien commun, mais de la ville comme bien commun qu'il faut donc créer ensemble et qu'il faut protéger pour le futur. Et c'était une vision qui est tout à fait associée à la politique actuelle du maire de Séoul, Park Won-soon, qui est justement pas forcément pour les grands projets, ces grands projets étatiques en fait, qui ne passent pas forcément par le travail des architectes locaux, qui n'ont pas voix au chapitre dans ces grands projets internationaux où se glissent, où vont intervenir des grandes signatures qui interviennent d'ailleurs pas qu'à Séoul, mais ailleurs en Asie, au Moyen-Orient, etc. Si vous en êtes d'accord, je trouve que c'est une très bonne introduction pour vous donner la parole, Creative Commons, parce qu'on a à peu près une demi-heure encore. Vous avez sûrement des questions que vous avez envie de poser. Sinon, nous, on continue, on en a beaucoup entre nous. Mais pour vous permettre d'avoir le temps de poser les questions qui vous tiennent à cœur, je vous demande juste de vous présenter, de dire, vous aussi, de quel point de vue vous parlez.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Je pars d'un point de vue, je suis un peu lié à l'aménagement urbain, voilà, dans mon ancien métier. J'ai trouvé passionnant ce débat, surtout à la fin. C'est assez amusant parce que vous êtes arrivé à parler de fabrique de la ville, ce qui est le terme qu'on utilise maintenant ici, alors qu'effectivement, sur les 3 premières quarts d'heure, on avait l'impression de quelque chose qui était construit vraiment, enfin c'est l'État qui construisait, c'était purement public. Et puis on voit, vous avez parlé de démocratisation, l'élection du maire, etc. On a l'impression de revenir dans une gestion, un développement, une construction de la ville de Séoul, un peu dans la norme de ce que l'on connaît ici. Alors j'ai deux petites questions. Est-ce que dans cette masse de 10 millions d'habitants, et a fortiori de 20 millions, est-ce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes que nous dans nos agglomérations, c'est-à-dire avec des parties qui vivent et des parties qui sont plus difficiles? Je pense à l'isolement de certains quartiers qui se trouveraient coupés du reste de l'agglomération. Vous avez dit que les logements étaient essentiellement des propriétés. Est-ce qu'ils ont des problèmes, ce que nous on appelle des problèmes de dégradation des copropriétés? Est-ce qu'ils connaissent les mêmes dysfonctionnements que nous, aussi d'articulation entre le logement et le commerce par exemple? Est-ce qu'il y a ces mêmes dysfonctionnements que nous connaissons? Et deuxième question, c'est le rapport dans une ville qui s'est autant développée avec la coréénité, je ne sais pas si je le dis bien, que vous avez évoqué à travers cet architecte. Et donc cette population qui est arrivée en masse avec ce développement quand même très, très rapide, comment il a réussi à transposer son histoire, sa culture? Vous l'avez évoqué, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez senti que par rapport à nous, il y avait quelque chose de différent, une façon plus astucieuse, je ne sais pas comment dire, plus créative d'intégrer la culture historique coréenne dans cette agglomération qui est du XXIe siècle? Merci. Oui, commence la première question. On va se partager la réponse. Donc, la première question, oui, je pense que votre question, elle porte sur quelque chose qui s'appelle la ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire que Séoul, comme toutes les grandes villes mondiales, effectivement, n'est pas un espace uniforme et qu'il existe des quartiers qui sont en effet mieux desservis que d'autres et qu'on peut identifier en effet une géographie sociale de Séoul avec les beaux quartiers, les quartiers centraux. Alors, il y a quelque chose qui joue comme dans toutes les grandes villes, c'est la proximité avec les quartiers des affaires. Il y a 3 quartiers des affaires dans Séoul. Et effectivement, les quartiers qui sont périphériques de ces quartiers des affaires, qui sont proches, sont des beaux quartiers, sont souvent des quartiers où l'immobilier est le plus cher. Et par exemple, toujours pour connecter avec le sujet olympique, le moment olympique a créé le 3e quartier des affaires de Séoul, où aujourd'hui sont les quartiers les plus chers pour ce qui concerne le logement collectif. Voilà. Donc oui, pour répondre à votre question, il existe en revanche des quartiers périphériques dans l'extrême nord, dans l'extrême est, où on trouve en effet des copropriétés dégradées. Donc Séoul aujourd'hui la Corée aujourd'hui est une société moderne, démocratisée, qui est face à tous les problèmes. Et je dirais que Séoul doit s'analyser comme une grande ville mondiale, en effet. Et donc elle est face à aux problèmes que vous décrivez, des problèmes de copropriété. Moi qui fais des enquêtes dans les grands ensembles, je retrouve les discours, mais c'est tout à fait ça. Ça va des problèmes de dégradation des espaces communs, les problèmes de poubelles, de voitures mal garées. Enfin, vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Donc voilà, on est dans des contextes, si vous voulez, qu'il faut rapporter à de la géographie urbaine générale, finalement. Voilà. Oui, sur le second point, la ville et la coréanité, essentiellement à travers Kongan et Kim So-gun, trois façons pour lui d'intervenir et d'articuler cela à travers le mensuel qu'il crée. Il y a un combat et Kongan est fer de lance dans un combat sur une chose relativement simple qui est le combat pour la préservation du patrimoine.
C'est la moitié des pages de la revue. Vous avez de la peinture très contemporaine, des installations, et à côté, vous avez des choses très coréennes qui sont mises en danger par, comme à Pékin, hein, par la politique de l'État, du développement, ainsi de suite. Donc il y a un vrai combat, y compris qui va dans la dénonciation de ce que c'est que la politique officielle du patrimoine. En disant, mais regardez, supposément, ils sont en train de préserver tel et tel monument, tel et tel palais, ainsi de suite, mais c'est ni fait ni à faire. C'est n'importe quoi, c'est transformé, on reconstruit les portes anciennes, mais derrière, dessous, il n'y a pas la technique ancienne. Bref, il y a tout un volet combat patrimonial, jusque dans la réinvention ou les retrouvailles des techniques anciennes, hein, par exemple de construction. Ça, c'est le premier axe. Le second axe, il est bien sûr du côté je dirais, de la politique architecturale, de la création architecturale. C'est ce que fait les bâtiments que propose Kim Soo-geun. Et là, il part de quelque chose qui est un refus, de, je dirais, de l'utilisation, je veux dire, d'un répertoire formel issu de la tradition, on va dire, de la dynastie Joseon, soufflé à l'échelle industrielle ou à l'échelle moderne. Disons, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, voilà, si vous avez des toits qui font 500 mètres, c'est tout simplement monstrueusement laid. Ça ne va pas du tout. Donc il y a un combat contre ceux qui font de la citation et du changement d'échelle de l'architecture ancienne. Il dit, mais non, ce qui fait la qualité de l'architecture coréenne, et encore une fois, il part de ce qu'est la manière dont s'organise par niveau, par circulation, par espace lumineux, la maison traditionnelle coréenne, et il essaie de voir jusqu'à quelle échelle cela est adaptable dans certains bâtiments. Et ça donne naissance au siège de son agence, qui est, je dirais, l'échelle maximale à laquelle il réussit à pousser ce principe d'une spatialité ancienne. Alors, spatialité qui rapidement n'est plus tenable lorsqu'il s'agit de construire un gratte-ciel. Alors, tous les gratte-ciels qu'il a construits, les entreprises s'en plaignent, parce que notamment, ce qu'il adorait, c'était les plafonds à 2,30 m. Les plafonds à 2,30 m, c'est très embêtant, notamment quand on doit être une entreprise qui a besoin de... Bon. Et évidemment, lorsqu'il doit construire le stade olympique, là, on n'est plus du tout dans quoi que ce soit de cette nature-là. Mais on est là en fin de carrière, et à la fin de sa carrière, il dit « Moi, j'en ai plus rien à faire de cette histoire de coréanité ». Ou alors, il reformule la coréanité de façon abstraite. Et il appelle ça ce qu'il appelle la philosophie négative. Et il va chercher cette fois, non pas dans les formes, mais je dirais dans la philosophie, dans la mentalité. Il dit « Ah, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, dans le confucianisme coréen, il y a un jeu de ressources, ressources qu'il appelle la pensée négative. Et qu'est-ce que c'est que cette pensée négative? C'est l'idée que quand on fait quelque chose, quand on dépose quelque chose dans l'espace public, dans l'espace commun, ainsi de suite, il faut toujours d'abord envisager ce que cela a de négatif avant ce que cela a de positif. Envisager les choses sous l'angle du négatif. Donc ça, c'est la reformulation. Et puis, troisième axe extrêmement important et qui signe l'importance de son héritage, j'évoquais tout à l'heure Taliesin, comme Frank Lloyd Wright, il a cette ambition de l'éducation. C'est-à-dire, Kongan, le groupe, la revue, son rôle de professeur d'université, c'est dit, voilà, dire fondamentalement, l'architecture deviendra coréenne lorsqu'il y aura des architectes coréens qui connaîtront leur tradition, qui connaîtront le monde. Donc, il y a des stages d'été, enfin, il y a toute une dimension éducative et qui est passée à un moment donné par la redécouverte, encore une fois, post-coloniale, d'un héritage qui avait été oblitéré. D'autres réactions, d'autres questions ? Oui, une question à Alain Delissen. Bon, évidemment, vous citez Kim Jong-un et donc ses réflexions, ses concepts qu'il a développés. Et il y a, évidemment, vous avez aussi fait part de cette opposition qu'il y a entre cette architecture, on va dire standardisée, hein, issue des bureaux d'études, des grands conglomérats, et ces architectures de grandes signatures internationales. Alors, il s'avère que j'ai rencontré, il y a 3 mois, à Séoul même, hein, un collaborateur de Christian Portzamparc qui a ouvert une agence sur place et qui est par ailleurs, vous le connaissez certainement, qui est par ailleurs président de la Chambre de commerce franco-coréenne. Hein. Et en fait, lui, il essaye de développer des concepts architecturaux et urbains inspirés par les nombreux rituels. Hein. Vous le savez certainement mieux que moi, je ne connais pas très bien les nombreuses religions hein, qui étaient pratiquées en Corée du Sud.
mais vous avez cité tout à l'heure le chamanisme notamment, et lui, ce collaborateur, j'ai perdu son nom, hein, il travaille évidemment sur des concepts architecturaux et urbains inspirés de ces nombreux rituels, à savoir d'où vient le vent, comment les montagnes protègent, puisque Séoul est complètement encerclé et immergé dans la montagne, et tous ces différents éléments naturels qui ont alimenté les rituels durant des siècles et des siècles. Quand on voit, il nous a montré les remparts, les anciens remparts évidemment du XIe siècle de Séoul. Comment se protéger des éléments hostiles comme la rivière, le feu et toutes ces choses. Est-ce que vous pensez que ça va renaître parmi les concepteurs de la ville d'aujourd'hui et de demain? Non, ce que vous évoquez, mes collègues sinologues là, le connaissent sous le nom de feng shui. Ça fait partie depuis autant que je lis ma revue d'architecture qui est créée en novembre 66. Voilà, je dirais c'est un topos de l'emballage du projet d'architecture. Alors pendant très longtemps, ce n'était pas un topos de l'emballage du projet urbain. L'idée qu'on se référait au pungsu, à la géomancie, donc il y avait deux fils dans la vente culturaliste du projet d'architecture. Il y avait celui que j'évoquais de la coréanité, de son vocabulaire, de son répertoire, et puis on fait dans la géomancie. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'on le voit parfois apparaître en effet sur des projets de beaucoup plus grande échelle. On est, à mon sens, dans l'emballage, dans la rhétorique. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Valérie, et ainsi de suite, mais voilà. Alors, il faudrait lancer un étudiant là-dessus, parce que la question de l'emballage des projets d'architecture, c'est une question absolument passionnante, et voir comment l'emballage géomantique évolue au fil du temps. Alors vous évoquez aujourd'hui des questions d'orientation qui pouvaient générer aussi des questions de forme architecturale il y a 25 ans. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'éco machin chose. Voilà, c'était la géomancie est recyclée en bâtiment green, si vous voulez. C'est une autre variante. Moi, je m'appelle Mete Kutlu. Je viens de rentrer de Séoul. J'ai travaillé là-bas en tant qu'architecte pendant 6 mois dans une agence coréenne où on était 4. Donc, j'ai 2 questions. On parlait de Creative Commons. La première question, c'est sur ça. La Corée du Sud étant le pays le plus confucianiste du monde, on sait que c'est une société très clanique, très basée sur le groupe, la collective est très importante, différente de nos sociétés. Donc, qu'est-ce que vous pensez que cette collectivité confucianiste peut avoir sur le Creative Commons en Corée, en architecture, dans la conception architecturale? Et deuxième question, c'est sur la culture de la rapidité, Pali-Pali, qu'on sait. Qu'est-ce que pendant le développement économique, tout était construit rapidement. On sait que un petit peu la quantité était plus importante que la qualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la situation en architecture, dans la conception et production architecturale par rapport à la culture de la vitesse, en fait. Voilà. Pourquoi bois? C'est des questions très, très difficiles. Alors, sur le confucianisme, alors ça fait partie aussi, enfin c'est intéressant parce que ça fait partie d'un topos aussi de cette société qui est en effet marquée par le confucianisme, mais pas seulement. Hein, et comme vous le savez, la Corée la société coréenne a énormément évolué, la situation, la place de la femme notamment a évolué. On peut plus parler, à mon sens, de société clanique. Hein. C'était quand même le cas d'une société, c'est la Corée du 19e siècle. En revanche, en effet, il y a peut-être dans la longue durée de l'appréhension de cette société, la nécessité de considérer l'importance
voilà, du holisme, enfin du fait que l'individu passe peut-être après le groupe. Mais encore une fois, c'est relativement caricatural quand on considère la transformation aujourd'hui de la société avec la manière dont c'est une société connectée, le conflit des générations, etc. Donc la Corée de 2017 n'est plus même la Corée de 1987, je pense. Donc le lien de... Moi, je vous retournerai une question. Comment vous faites le lien entre des grandes structures sociales de ce type et puis finalement la production architecturale à l'échelle d'une biennale d'architecture? Je ne pense pas que dans la conception qu'en a eu le commissaire, parce que c'est Bae Hyung-min qui est un architecte quand même assez connu en Corée, qui a été commissaire de la biennale d'architecture et qui a eu cette idée de Creative Commons, de Eminent Commons. Je ne pense pas que lui était du tout dans une question du confucianisme, au contraire en fait. Il était au contraire sur plutôt quelque chose de geste individuel, mais en même temps, voilà, pour prendre soin d'une ville qui est un bien commun, qui est un espace commun. Une ville, c'est un endroit où vivent des gens ensemble. Hein, donc c'est cette idée-là, mais pas forcément connectée au confucianisme. Donc c'est ma première réponse, enfin la réponse à la première question. Et j'ai oublié la deuxième question en fait. Ah, Pali. Ah, c'est très intéressant. Ça renvoie, je pense, quand même à effectivement une question qui est la temporalité, en effet, du développement. Alors, pour prendre un exemple concret, c'est donc cette transformation très rapide, là, le logement de masse. Hein. Souvent, on fait le lien avec un problème de qualité de logement, une transformation de l'industrie. Mais je pense qu'il y avait aussi une question de temporalité aussi. Il fallait en effet faire très vite. Et ce motif de la rapidité, du Sokdo, se retrouve de manière très intéressante également en Corée du Nord. Hein. Les Sokdo Jakchon, donc les campagnes de vitesse pour faire construire un quartier, transformer des bâtiments, existent aussi en Corée du Nord. Donc ça fait partie de la compétition des deux villes. Encore aujourd'hui, on a des campagnes de vitesse de 100 jours pour faire ceci ou cela, enfin pour transformer un quartier, pour faire construire un immeuble, par exemple. Hein, donc la question du pali-pali. Après, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Alain, parce que toi, dans la réflexion, tu as eu le temps, moi j'ai eu l'espace au début de... François, tu nous as réparti ça entre nous. Hein, donc... Voilà, donc je repousse un peu les frontières, mais je pense que c'est quelque chose de très lié à la modernisation et à la Corée récente, mais peut-être que tu as une autre vision des choses sur le pali-pali, toi. Oui, merci. Votre question, en effet, est extrêmement difficile. Alors d'abord, quand même, confucianisme, parce qu'il faut l'évacuer de cette manière. Enfin, pendant longtemps, j'avais une manière d'évacuer cette question en disant « Ah oui, écoutez, ça me rappelle les années 70 et les années 80 en Europe, lorsqu'on expliquait tout parce qu'on était judéo-chrétien, en gros. Hein. C'est à peu près un pouvoir de description et d'analyse aussi puissant que ce que vous faites là. C'est parce que vous êtes de civilisation judéo-chrétienne. Alors, eux, ils sont convidés, voilà. Bon, vous en êtes conscient, ça fait partie, j'ai parlé tout à l'heure d'emballage du projet architectural, ça fait partie de l'emballage culturaliste qu'on va particulièrement vous servir à vous, occidental, qui est dans l'agence, ainsi de suite, quand on n'a pas envie de vous expliquer les petits machins compliqués, qui sont les petits arrangements avec l'idéologie qu'on appelle les pratiques sociales. Ah, expliquer les pratiques sociales, pour de vrai, comment ça marche, c'est beaucoup plus compliqué que de sortir « Ah, vous comprenez, c'est le confucianisme ». Donc bon. Donc c'est pas très intéressant vu cet angle, le confucianisme. En plus, dans les faits, Valérie vient de l'expliquer il y a un instant, oui, c'est confucianisme, même le groupe, ainsi de suite. Vous savez, alors, là on va objectiver avec des statistiques lourdes. Hein. On a les statistiques démographiques sud-coréennes, ainsi de suite. À votre avis, quelle est la forme dominante du foyer en Corée du Sud aujourd'hui ? Vous pensez que c'est le clan élargi, le village, ainsi de suite, la famille étendue, le grand-père, celui qu'on voit dans les dramas coréens qui n'existe nulle part. Hein. À votre avis, c'est le foyer d'une personne. Une personne. C'est la forme première dans les derniers recensements. Fondamentalement, les Coréens vivent seuls.
Ah, ça colle pas à votre histoire, donc le confucianisme. Ça, on est dans l'objectivation lourde. Donc vous voyez, ça c'est ce que je veux dire sur le confucianisme. Sur le palli-palli et la culture architecturale, je ne suis pas sûr qu'il soit facile de lier les deux choses. Il y a un aspect important et à mon avis qui réclame une enquête, parce que moi c'est une question que je me pose, parce que parfois, enfin ça fait maintenant 30 ans que je vais à Séoul, et parfois j'ai affaire à des, comment dirais-je, à des expériences de désorientation. C'est-à-dire des quartiers que je connaissais parfaitement comme ma poche, et ainsi de suite, et subitement, je ne sais plus où je suis. Alors, c'est peut-être lié au fait que voilà, j'y vais qu'une fois par an et que c'est beaucoup plus fort, et que pour les gens qui vivent sur place, cela se fait plus précisément, mais il y a quand même quelque chose d'assez troublant. Alors, particulièrement, je dirais... Et là, c'est peut-être aussi un défaut d'être parisien, quand on vit dans une ville dont le bâti, c'est-à-dire la peau, ainsi de suite, change si peu. Ça change ailleurs, ça change derrière les façades à Paris, enfin ça change quand même à Paris, vous en êtes, mais on vit une expérience de la ville où ça ne bouge pas. Alors qu'à Séoul, on a je disais, l'expérience totalement inverse, où le paysage bouge à une vitesse affolante, et il faudrait faire des enquêtes. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question, qui est une vraie question d'anthropologue. Comment est-ce que les Coréens ressentent ça ? Je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr, une fois encore, quand on est occidental, qu'on soit les mieux placés pour conduire cette enquête, parce qu'à chaque fois, il y a ce phénomène, il y a pas, on fait l'enquête sur les questions, et c'est très dur d'aller au-delà de la réponse standardisée, facile, culturaliste. C'est ce qu'on va vous servir. Et les gens ne veulent pas rentrer dans les détails de leurs pratiques et de leurs idées. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité architecturale, en tout cas, qui s'est spectaculairement améliorée. Enfin, la qualité du paysage séoulite en 30 ans. Les espaces publics ont été créés. Mais pour revenir à cette idée de transformation de la morphologie urbaine, je me demande si finalement les villes européennes notamment ne sont pas des exceptions. Enfin, dans un paysage mondial, la transformation urbaine, en fait, elle est aussi de la transformation du bâti, de la morphologie de la ville. Et bon, ça fait intervenir voilà, le plan urbain, les associations. Et là, tout dépend du contexte urbain dans lequel vous êtes. Et à Séoul, vous êtes dans un contexte où, en effet, ces transformations-là peuvent avoir lieu. Il y a une certaine souplesse, en fait, avec notamment la facilité des cadres urbanistiques qui sont à la fois assez stables, mais dans lesquels on peut construire des choses assez variées, où on peut transformer un bâtiment assez facilement. Dans l'extérieur, il n'y a pas cette rigidité du façadisme qui caractérise beaucoup de villes européennes, et notamment Paris. Et en Chine, vous allez trouver la même chose, c'est-à-dire la culture de réaliser une opération en un temps donné, elle est là pareil. On n'a pas le pali-pali, mais on a beaucoup d'expressions assez similaires. On va avoir le machang qui dit à la fois tout de suite et dans 15 ans, c'est assez pratique. Et puis, on a cette culture d'objectif, d'une certaine manière, de pouvoir faire rapidement et mettre rapidement en œuvre quelque chose. Donc, comme à Séoul aussi, moi je l'ai entendu à Shanghai, de voir des Shanghaïens qui eux-mêmes ne savaient plus se retrouver dans leur ville. Donc là, on est effectivement sur ce phénomène. Oui, oui, c'est ça. Et exactement, où suis-je ? Parce que les transformations sont telles qu'il y a un moment où on perd les repères. Et effectivement, il faut le remettre en considération avec un paysage beaucoup plus large que celui auquel on est habitué en Europe. Valérie, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, Alors, il y a une autre question qui est là. Et je rends le micro. Bonsoir, je suis étudiant et à la fois stagiaire à la Caisse des dépôts. Donc je m'excuse d'une question un peu plus prosaïque. Je voulais savoir si on pouvait revenir sur un sous-élément de l'architecture olympique qui serait le village olympique, plus spécifiquement, notamment dans la manière dont il a été appréhendé, soit par les acteurs publics, soit par les acteurs privés, et également la manière dont on a pensé l'articulation entre la phase JO, qui constitue finalement une temporalité assez réduite, et l'héritage, et donc le retour hypothétique d'un village olympique dans la ville, en tant que nouvelle ville ou en tant que nouvelle ville sur une ancienne ville. Questions qui se poseront vraisemblablement pour la candidature parisienne et pour laquelle la Caisse des dépôts est réfléchie actuellement. D'où le sens de ma question. Je préfère le dire.
Moi, je peux répondre rapidement sur la dernière partie de votre question sur la réutilisation du village olympique, mais qui est aussi liée à la première partie de votre question, c'est-à-dire comment ça a été mis en place. Aujourd'hui, le village olympique, il est pas bien réutilisé. D'ailleurs, tout comme l'intégralité du site olympique, qui devait être un espace public, ouvert, etc., et qui est resté derrière les barrières, et donc on peut pas le visiter. Donc ça ne fait pas réellement partie de la ville. Pourtant, les questions ont été posées dès le début. Je me souviens qu'on a reçu des urbanistes de Pékin qui sont venus spécifiquement sur ce sujet. Mais entre-temps, ceux qui ont été en charge de la gestion ont changé, ont bougé. Changement là aussi dans les institutions. Et donc ce n'est pas parce que la question n'a pas été posée en amont, c'est bien parce qu'on est sur autre chose. Alors pour Séoul, sur le village olympique, on se parlait justement il y a 2 secondes avec Alain, on se disait bon, les appartements ont été vendus avant, après. En tout cas, avant ou après, il me semble qu'ils ont été vendus, ils ont été mis sur le marché du logement. Et donc c'était des appartements assez prestigieux, enfin parce que c'était le village olympique, parce que c'était un projet de Kim Soo-geun, ça a été acheté par plutôt de la bourgeoisie urbaine, donc avant ou après, je ne peux pas vous dire. En ce qui concerne les installations olympiques et l'ensemble des infrastructures, notamment le parc olympique, c'est devenu quand même c'est un espace public de 167 hectares, c'est immense, mais qui est en fait bien intégré dans la ville. En fait, aujourd'hui, quand on le voit, la localisation du parc olympique, il est entouré de grands ensembles de logements. Donc c'est un parc qui n'est pas du tout vide, qui en plus a été aujourd'hui est le lieu d'accueil d'art en plein air. Il y a une collection de statues qui s'enrichit en fait au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment un espace public qui est utilisé et qui est tout à fait un espace public pour les Séouliens, notamment pour les quartiers du Sud-Est qui sont proches de l'espace. Et puis, bon, il y a eu d'autres infrastructures qui ont été faites en même temps, mais qui, pour le coup, étaient prévues pour l'augmentation, enfin la croissance de la ville à cet endroit. Donc, ça a été intégré. Enfin, je pense que le projet olympique a été assez bien pensé dans la perspective de la croissance de la ville, puisque les Jeux olympiques ont été la colonne vertébrale, enfin quelque chose de la dynamique de la création d'un nouveau quartier qui aujourd'hui est un quartier qui fait partie de Séoul et qui est devenu le pôle symbolique de la richesse séoulienne, on va dire Gangnam. Hein, voilà, Gangnam Style, vous n'avez pas pu échapper à Gangnam Style. Donc voilà. Vous avez subi Gangnam Style. Pour résumer. Les installations olympiques arrivent quand même au milieu sur le plan spatial et au niveau de la période, dans cette conquête donc Gangnam, ça veut dire la rive sud du fleuve, hein, c'est le Pudong, et la moitié de la population de Séoul, enfin avant c'était des rizières, rien. Absolument rien. C'est-à-dire, sur les 10 millions ou 11 millions d'habitants de Séoul, donc maintenant la moitié vit dans ce quartier entièrement nouveau, et les Jeux Olympiques ont été au cœur de ce dispositif-là. Et le village olympique s'est très naturellement intégré, le village de la tête, à ce développement du sud de la rive du fleuve Han, avec un supplément, on parlait tout à l'heure de qualité architecturale, parce que à la différence des Apate-danji, ainsi de suite, qui sont vraiment des bars, hein. Les fameux Apate-danji, ce sont des bars de logement, ainsi de suite. Le village olympique avait été conçu justement, il y avait un je ne sais quoi de géomantique, si vous voulez, dans la mesure où la disposition des bâtiments regardait la montagne Kwanak. Les bâtiments ne sont pas enfin ils sont alignés, mais il y a des hauteurs différentes, donc il y a un gradin, donc il y a un effort paysager qui a été fait, c'était du tanji de luxe. Non, pour Pékin, sur le parc olympique, enfin toute la zone olympique, vous voyez à peu près où elle est située. Elle est vraiment plein nord de la ville, sur l'axe historique, et donc qui était voulu comme un prolongement de l'axe historique. Là, il y avait un peu des principes cosmogoniques, etc. Et il s'est inséré dans une zone en pleine urbanisation, mais dont l'urbanisation était quand même plus lointaine. C'est-à-dire que
on parle des banlieues nord de Pékin, et dont l'urbanisation s'est faite autour, en gros, d'un anneau ou d'un axe de transport métro. Et en gros, la zone olympique, elle s'est mise entre cet anneau de métro, enfin cet arc de métro, et puis le bout de l'axe historique. Donc on a cette configuration-là. Ce qui fait que bon, la zone n'est pas très bien occupée, parce que en fait, voilà, au nord de ça, ils ont construit ce qu'ils appellent la forêt olympique, qui est un gigantesque parc qui doit faire à peu près 5 km². Et encore au nord de ça, il y a des villages qui sont plus ou moins des villages urbains, des villages de recycleurs, etc. Et puis au nord de ça encore, on commence à avoir cet arc de banlieue. Donc finalement, les gens qui viennent sur cette zone-là, ce sont soit des touristes, soit des habitants, mais ça n'a pas cette fonction, disons, de lieu habité en ville. À mon sens. On a une toute dernière question que j'ai demandée courte, parce qu'on me fait signe qu'il faut bientôt partir. Donc, bonjour, donc Céline Cordier. À titre personnel, j'ai participé à un atelier projet pour l'aménagement des quartiers autour de l'exposition universelle 2010 à Shanghai, voilà, où effectivement il y a eu une réflexion pour penser l'interface des quartiers alentour à l'exposition universelle, avec à la fois cette exposition et à la fois également le fleuve, de telle manière à créer des liens entre les quartiers et le fleuve. Et également par rapport à la question de mon prédécesseur, j'ai participé aussi à la candidature de la France à l'exposition universelle 2025 cette fois-ci, dans le cadre duquel en fait le projet d'exposition s'inscrit dans le cadre d'un projet urbain existant, donc avec des aménagements qui pourront être réutilisés par la suite pour la réalisation de logements, d'activités économiques, etc. Voilà, c'est une petite parenthèse. Ma question, donc j'appartiens à l'association Patrimoine sans frontières, et j'aurais une question sur les plans de sauvegarde et mise en valeur qui sont mis en place en France, puisque vous parliez de jumelage, d'échange avec la France. Est-ce que des plans similaires sont mis en place? Y en a-t-il suffisamment? Et est-ce que cela permet de protéger le patrimoine? Est-ce que ces plans sont respectés par la population, par les constructeurs et les promoteurs? J'avais demandé une question courte, ça ne va pas être facile de traiter ça. Ouais, là, c'est... non, mais évidemment, Françoise pourra répondre aussi, mais il y a des plans de protection qui sont mis en place. Il y a des collaborations, et ça Françoise en parlera très bien, qui sont mises en place entre la France et la Chine. Après, en fonction de l'efficacité de ces plans, ça dépend de quel endroit vous parlez. Si vous parlez de Shanghai, si vous parlez de Pékin, si vous parlez de Canton, à chaque fois on est dans un contexte très différent. Voilà, je crois que c'était une bonne phrase de conclusion par rapport à ce sujet qui est très vaste. Je vous renvoie sur la coopération franco-chinoise sur ces thèmes, sur un document qui a été publié par l'ICOMOS et qui présente justement sur le patrimoine la coopération qui a été mise en place avec notamment la ville de Shanghai et l'université Zhongli. Comme on est un petit peu en dehors de nos cadres Séoul-Pékin, c'est pas pour ne pas vous répondre, c'est que on doit vraiment vider les lieux. Mais on peut en parler sur les marches. On a tout le temps pour ça. Avant que vous partiez, je voudrais qu'on remercie beaucoup nos intervenants pour tout ce qui nous ont amenés. Et puis, sachez que vous pouvez retrouver dans un délai qui est variable les comptes rendus de ces rendez-vous qui étaient là, Chine-Corée. Pour l'occasion, vous les retrouvez sur le lien avec le site. Donc, merci encore à ceux qui ont la gentillesse de les faire.
Et ceux qui voudraient se proposer pour les prochaines séances, venez vers nous, n'oubliez pas. La prochaine séance, ça sera donc le 12 décembre, autour de la littérature et du cinéma, ville imaginaire, ville rêvée. Et nous allons être seulement sur la Chine, mais j'espère d'autres occasions de retrouver nos voisins. Voilà, mais merci à vous et donc rendez-vous le mois prochain, le 12-12, facile à retenir.